On est reparti encore une fois pour l'histoire des guerres stupides, partie 2. Donc aujourd'hui on va reprendre aussi quelques guerres. Évidemment, on avance toujours chronologiquement, donc j'espère que le premier contenu vous a plu en somme. J'ai vu qu'il y avait pas mal de vues, c'était assez appréciable. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a encore un paquet, il y aura des guerres un peu plus folles, des guerres un peu plus connes. Donc on s'éloigne des guerres antiques, on s'avance de plus en plus dans les guerres médiévales et davantage proche de notre temps. Débute avec la guerre des Sorling en 1651. Cette guerre se fait en lien avec les îles Sorling, du coup, pas vraiment très connues du grand public, ce sont des provenant en fait de l'archipel britannique, qu'on a appelé également Scilly Island. C'est peuplé de 3000 habitants en été, donc c'est pas vraiment touristique. Donc on a un historien en 1985, donc différent de la date qui est là, c'est lui en fait qui va retrouver cette affaire, du nom de Roy Duncan, va découvrir cette histoire un peu farfelue au sujet de cet archipel et d'une lettre écrite justement en 1651. Donc c'est une lettre écrite par un amiral hollandais, l'amiral Trump hollandais là, Trump, on a marre un peu de ces attaques de piraterie. Donc il déclare la guerre à l'archipel, puisque ça provient globalement de leur fait, qui n'était pas un pays, hein, c'était juste une miette de province. Donc voilà, donc il désire juste attaquer ces bouts d'îles, parce qu'il y en a un peu ras la tulipe. Et en fait, il déclare la guerre, mais ce qui est marrant dans cette guerre, c'est que ça s'est pas vraiment finalisé. Et les choses en sont totalement restées là. Et on remarque un truc, l'historien remarque un truc, c'est qu'il n'y a eu aucun traité de paix de signé depuis 1651. Donc en fait, cette dernière dure depuis à peu près plus de 334 ans, opposant donc 3000 vieux habitants d'une archipel face à 17 milliers représentés par les Hollandais. Et c'est marrant parce que pour une fois, c'est une guerre qui n'a causé aucun mort. Pour le coup, on est sur une bonne guerre stupide, mais qui ne relève pas d'un génocide, d'une tuerie ou quoi que ce soit. Roy Duncan, qui découvre justement cette histoire en 1985, met en place ses informations, il contacte les deux camps, et on a un traité qui est signé le 17 avril 1986, donc l'année d'après. Traité de paix. Donc la guerre se finalise là-dessus. Comme quoi, non, il n'y a pas de... C'est juste con. Ok, on part sur la deuxième guerre, donc en 1662, c'est la guerre du Lustucru, comme le gâteau, mais c'est pas, on se bat pas pour un gâteau. Donc, on est au XVIIe siècle, donc on a Lustucru, personnage burlesque de théâtre. On a un patronyme qui justement provient de l'Ostucru, donc tout débute par rapport à une querelle fiscale. On les connaît, hein, les impôts. C'est, ouais, pas fou. Donc, les habitants de Boulonnais étant exceptés d'impôts en temps de paix, et c'est après 25 ans de guerre, le ravagage justement la contre et tout ça, le roi de France, donc Louis XIV, eut la volonté justement de leur soumettre justement au droit commun d'un impôt, alors qu'ils n'en avaient pas avant. Donc c'est là en fait où ça commence à gueuler. Le roi de France essaya d'envoyer des troupes pour collecter le dit impôt. Et puis quand tu commences à demander de l'argent aux gens qui n'étaient pas trop habitués, t'as des révoltes qui se lèvent. Donc on a plusieurs lieux qui commencent à se soulever, voilà, qui commencent à être ravagés en somme. Donc, et on a une date un peu plus précise, le 25 juin 1662, à Weirwings. Oui. On a 200 rebelles qui attaquèrent la demeure du sieur de Blessel, donc c'est un lieutenant qui avait hébergé plusieurs officiers qui sont venus demander l'impôt. Et le truc, c'est qu'on voit en face que ceux qui sont en pleine révolte ne sont absolument pas formés militairement, ça casse que plus de leur côté. Mais juste déjà d'attaquer un officier durant son sommeil, à la fois un peu mal, et ça va juste développer ce conflit qui est pas en bonne et due forme. Très sain. Plusieurs attaques qui sont pas perpétuées après le 11 juillet. Les rebelles sont pas organisés, que ce soit sans vivres, sans munitions, voilà, il n'y a pas ce côté militaire très organisé. Et justement, lors du premier échange de balles, les pecnos, c'est frayeur de se dire, finalement, on peut se faire buter avec des vraies armes et ça devient un peu plus flippant, comme ça se rend. Et le bilan de cette soi-disant guerre résulte par un seul mort, juste un lieutenant du sieur de Clivet. Il a voulu juste s'enfuir en sautant d'une tour, c'est buté. Il s'est juste tué. C'est pas un suicide, il voulait juste sauter pour s'enfuir, mais bon, il a raté la marche, ou raté la fenêtre du moment, et puis il s'est buté. Donc en fait, on est sur un seul mort. Et bon, malheureusement, il y a quand même une taxe qui a été faite. Au-delà de ça, l'armée, finalement, plus organisée, avec des armes qui faisaient un peu plus flipper les soi-disant pecnos, a eu un peu raison de cela. D'où la guerre de Lustucru, donc provenant juste du patronyme d'un personnage totalement burlesque, parce que cette guerre est complètement idiote au complet. Troisième guerre, et elle est plutôt pas mal, c'est la guerre de l'oreille de Jenkins, 1739.
Donc on a une tension entre l'Espagne et l'Angleterre. Toutes les guerres stupides ne sont pas forcément françaises. Donc les premiers régnants sur l'immense domaine de leur possession en Amérique et aux Caraïbes, justement, accordaient une tolérance pour les navires anglais. Les Espagnols en mode, on comprend, les Anglais passent par là, nous si on veut passer de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Mais bon, donc cet accord nommé Asiento, qui veut dire gagnant-gagnant en somme, ne faisait forcément pas que des heureux. Donc les lobbies financiers de Londres, justement, voulaient faire pression pour mettre en avant leur production dans la zone sud-américaine, là où les Espagnols étaient beaucoup plus présents, et ne prenaient pas trop en compte ce que pouvait ou allait penser la couronne espagnole. Et c'est justement cette avidité des commerçants anglais qui a foutu la merde. Même pour les Espagnols, au bout d'un moment, voir de plus en plus de marins anglais sillonner les mers et de moins en moins accepté. C'est moins toléré, jusqu'à un jour, en 1731, un officier britannique, Robert Jenkins, qui a le nom de cette guerre, commandant de vaisseau de transport, nommé Rebecca, il se fait bloquer par un navire espagnol alors qu'il transporte des marchandises illicites. Et Julio Sean Pandino, arrêtant le dit capitaine Jenkins, lui a coupé la fameuse oreille et promettant lui-même de la couper à la majesté britannique. Donc là, c'est limite une déclaration, en somme, presque de guerre. Et ça, c'est de là que naîtra un conflit, prenant aussi un paquet de milliers de morts, accessoirement. Mais un accident qui aurait pu s'en arrêter là, car il faut savoir que le capitaine Jenkins a conservé son oreille dans de l'alcool. Alors, ça ne va pas pu s'arrêter là juste parce qu'il a conservé son oreille. Il faut savoir que l'Angleterre était pas assez OP mentalement pour aller se foutre sur la gueule avec les gars de la contrée ibérique. Et c'est justement 8 ans après, lors d'une mission, notamment par le décès du Premier ministre modéré espagnol, que cette tension militaire va déboucher sur une guerre totalement ouverte. Et le témoignage du fameux capitaine Jenkins en 1739, l'année de cette guerre, au Parlement, où il va brandir son oreille de son bocal et de clamer cet affront qu'on a fait à un officier du Royaume-Uni. Et donc là, la guerre éclate. Les Britanniques, ils vont forcément gagner certaines batailles en premier lieu, de leur donner un peu une certaine confiance, qui vont occuper, mettre à sac le port de Tobelo en Amérique centrale, et par la suite pas mal de désastres dans les Caraïbes. Il faut savoir aussi que l'affaire sera légèrement oubliée à la guerre de succession d'Espagne en 1742. Et mine de rien, pas spécialement de traité de paix précisé, mais l'affaire va juste tomber un peu dans l'oubli, malgré des dizaines de milliers de morts. Donc là, on est sur une bonne guerre stupide qui partait justement d'une avidité très présente des Britanniques. Guerre suivante, la conquête du Montbéliard en 1793. Mon petit Bernard de Saintes, personnage de notre histoire, tête à claque mais tête de sa troupe aussi, notamment. Bernard de Saintes, avec ses soldats au bonnet phrygien et une centaine d'hommes à cheval, va pas affronter les Prussiens, ni les Autrichiens, ni les Anglais, ni les Espagnols. Sa campagne franco-comtoise, un objectif beaucoup plus modeste, le Montbéliard. Donc c'est le dernier refuge de la soi-disant tyrannie à l'intérieur de la République, qui va l'amener à vouloir faire cette petite mission. Bernard de Saintes est un farouche républicain, qui veut aller soumettre un petit pays qui est un vrai rongeur au milieu de nous. Donc le 10 octobre de cette même année, les troupes révolutionnaires entrent dans le comté souverain sans tirer un seul coup de feu. Malheureusement, ça fait un moment que la famille régnante est passée en Allemagne. Donc Piochefer, il instaure son impôt, confisque tout ce qu'il veut, c'est-à-dire mobilier, met aussi en place la petite guillotine qu'il a empruntée. Donc il y a un peu de sang qui est versé pour sceller la conquête, pour faire genre regardez, j'ai quand même réussi à faire ça et ça. Le souci, c'est que l'absence de tout privilège pose un problème de crédibilité. Tu peux verser un peu de sang en somme, mais si tu captures pas ou si tu mets pas en présentation que t'as battu tel membre d'une famille royale ou tel opposant, on va moins te croire. C'est au moins ce qu'il pense. Sauf que il voit un chat, affichant pour lui un attrait très aristocratique. Il dit que ça fera l'affaire en mode ça veut dire. Il l'attache sur la planche, un bascule, et il décapite le félin. Donc Bernard de Saintes, pas apprécié la cause animale, très con, et il triomphe justement la citoyenne guillotine, faisant ici l'annexion de Montbéliard se fait ainsi. Pas la mort d'un chat. Mais pas fou. Ok, la bataille du Helder, 1795. Parmi les guerres de la Révolution de l'Empire, l'une est assez cocasse, c'est la guerre franco-batave, 1794 à 1795. On a une mer qui est totalement gelée, et qui bloque les Hollandais. C'est marrant parce que c'est quand même la seule bataille gagnée par la cavalerie. Cette guerre de 1795, la bataille du Helder, est sans doute la guerre la plus rapide que je vais vous expliquer, vraiment c'est très simple à comprendre. Guerre opposant les Français face aux Hollandais, on passe au nord d'Amsterdam et on va avoir une mer totalement gelée. Les navires hollandais sont gelés, pris dans la glace, et cette bataille va être totalement gagnée par les Français, mais sur mer et à la fois sur terre, ou devrais-je dire sur glace. Donc globalement les Français vont attaquer les bateaux avec des chevaux, pas en lançant des chevaux dessus, mais en gros c'est la seule bataille navale qui est gagnée par la cavalerie. C'est juste con. Voilà, c'est tout. J'ai pas d'autres choses à proposer, c'est pas fou. C'est pas fou. Nouvelle guerre, 1794, la guerre du whisky.
Et premier conflit qui a failli déchirer totalement un tout nouveau États-Unis et tourner totalement en guerre civile à cause de l'alcool, évidemment. C'est pas à cause de richesse, de religion ou quoi que ce soit, ou d'héritage, c'est juste à cause du gnôle que les Américains vont péter un câble. Mais là, quand on tire sur des tornades, c'est qu'on est déjà un peu frappadingue. Bon, il faut savoir qu'il y a toujours des attaques des Indiens et inversement aussi des Américains qui attaquent les Indiens. Ils sont toujours là et ça les fait chier que les Américains soient ici. Donc la vie est dure et le seul réconfort au-delà de toutes ces attaques et cette pression, c'est justement le whisky, évidemment, ton meilleur ami. Et ça constitue quand même un apport financier assez important. Et le gouvernement des États-Unis a besoin d'argent pour rembourser ses dettes de la guerre d'indépendance. Et on a du coup le secrétaire au Trésor, Alexandre Hamilton, père fondateur lui-même, ami de George Washington, qui a eu une très mauvaise idée de tirer un impôt sur la distillation de l'alcool. Et c'est là de tout ici que cette merde va avoir lieu. Adversaire du gouvernement, Washington lui dit clairement frère, je suis pas trop chaud qu'on fasse ça. J'ai que des alcooliques dans le pays, donc moyen. En 91, du coup, des indigènes gagnent notamment en Pennsylvanie, ça passe un peu mal. Ce petit Hamilton, il va quand même réussir à mettre en place mais il a envie de collecter cet argent. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a des demandeurs, récolteurs plutôt de cet argent qui vont venir, ils vont se faire goudronner et emplumer aussi. Donc ça passe un petit peu mal, parce que c'est les représentants de l'État, mais les mecs s'en battent totalement les couilles. D'hommes d'État et de shérifs qui viennent pour justement juger cet acte. Mais ces derniers réussissent à que dalle, la taxe va traîner, et George Washington voit ce que ça donne, et justement veut tempérer les envies d'Hamilton de vouloir mettre en place cette taxe. On a un mois qui passe, révolte qui s'étend de plus en plus à l'ouest de la Pennsylvanie. Les collecteurs d'impôts sont de plus en plus mal vus, entre goudronnés, emplumés, et puis sans doute un peu frappés de temps en temps. On a un nouveau représentant des finances de l'État fédéral dans la région, étant le général John Neville. En été 1794, il est à Pittsburgh, il voit débouler une troupe de 500 gaillards armés organisant justement un blocus de la ville pour rétablir le droit de picoler, tout simplement. On voit que la troupe rebelle l'emporte assez aisément. Il y a des coups de feu qui sont échangés et qu'on appelle les Whiskey Men, justement, arrivent, incendient un peu la maison du fameux général en question Neville, et Hamilton, qui est toujours au trésor, veut se servir de ça, mettre en place sa fameuse taxe. Mais il demeure toujours en minorité. Il va mobiliser pas mal de milices venant de New Jersey, de Maryland, sauf que l'avancée est très lente, ça se mobilise moyen, même je pense qu'au fond de ces troupes, ça doit pas trop être chaud pour aller taxer leur alcool également. En novembre 1794, les milices arrivent en vue de Pittsburgh, mais pas en vue des rebelles. Donc on sait pas trop où ils sont. Les révoltés qui étaient devenus assez sérieux se sont dit ça valait peut-être pas la peine qu'on aille crever pour du scotch. Donc il y a quand même une lucidité, à mon avis, ils ont eu des cuvées à ce moment-là. Donc ils sont dissous et ils sont barrés un peu dans les bois. Il y a juste des bouquets mystères qui ont été capturés pour effectivement montrer l'exemple. Mais malgré un jugement qui a été fait, la plupart se sont fait amnistier. Donc il n'y a pas eu de vrai jugement par rapport à eux. 4 ans après, en 1801, l'adversaire du secrétaire au trésor, donc le fameux Hamilton, voit son adversaire Jefferson devenir président des États-Unis et du coup il s'empare d'abroger l'espèce de taxe du whisky qui avait été mis en place par Hamilton. Donc à ce moment-là, les whiskyman peuvent repicoler sans se soucier d'aller au front pour se battre pour du scotch. Donc effectivement, il y a eu pas mal de morts, il y a eu pas mal de petits soucis comme ça. Et ce qui est assez marrant, c'est quand même de se dire, le président Washington était contre, le nouveau président Jefferson est à nouveau contre, c'est lui qui abroge la loi de la taxe en mode, bon, on est au pouvoir, on sait comment picoler, mais on va pas non plus, surtout sur des temps assez durs sortant des guerres d'indépendance, enlever ce petit plaisir à nos chers compatriotes. Dernière guerre. Donc je vous avais dit, c'était assez rapide comparé au premier chapitre, mais il y a des guerres qui sont beaucoup plus rapides que d'autres, tout aussi intéressantes, et d'autres beaucoup plus longues, voire même chiantes. La bataille de Toulouse, 1814. Donc Toulouse, la ville de chez nous. Justement, c'est avant que Napoléon perde, tout simplement, avant qu'il aille se barrer à Sainte-Hélène. On arrive quand même sur la fin un peu de son hégémonie, de son efficacité militaire. On se retrouve en France et en direction de Toulouse. Les conclusions calamiteuses de ces campagnes d'Espagne sont pas folles, on va pas se mentir. Il rappelle son armée française du côté des Pyrénées, afin d'empêcher l'ennemi l'invasion de ce côté-là. Donc on a une personne un peu importante à ce moment-là, c'est le maréchal Soult, qui est en tâche de cette mission. Et il doit faire face à des alliés, donc triple armée des Espagnols, des Portugais, des Anglais. Et la France, il faut savoir aussi, commence à en avoir marre. Napoléon croit plus du tout dans cet invincible chef. Soult qui est assez, comment pourrait-on dire, un homme militaire assez lèche-cul. Donc il va en direction de Toulouse, côté à l'armée qui arrive au sud, des triples armées. Fortification de la ville assez utile à ce moment-là, parce qu'un siège va se faire côté de l'envahisseur. Soult a une quarantaine de milliers de soldats, et en face, ces trois armées ont à peu près 50 000. Et les forces sont un peu déséquilibrées. Et le 9 avril, la ville est totalement encerclée par, justement, on va mettre en tête un personnage assez important, Wellington, du coup,
qui se charge un peu de l'armée des Triple Alliances, face à Soult, du coup, maréchal et militaire à la solde de Napoléon. Sauf qu'à Paris, entre-temps, Napoléon, il a un peu dégagé, quoi. C'est officiellement le roi Louis XVIII qui, donc on va dire que l'ère napoléonienne est totalement finie, sauf qu'à ce moment-là, il faut aussi un gagnant et un perdant. Soult ne sait pas qu'il est perdant en attendant de pouvoir faire avec face aux attaques de la Triple Armée, et Wellington ne sait pas qu'il est gagnant. La guerre est censée être finie, vu qu'il n'y a plus ce fameux chef qui avait foutu la mer partout. L'affrontement continue, et c'est là où la guerre prend une ampleur complètement conne, au-delà d'être totalement stupide, c'est qu'on a 1000 morts et 7 blessés, au moins, continuent à se foutre sur la gueule. Et les deux chefs ne le savent pas du tout. Le match finit un peu en ex-aequo parce que Soult arrive quand même à garder un peu de ses forces militaires pour pouvoir réussir à s'enfuir. Et Wellington défilera dans la ville rose en criant et en scandant « Vive le roi !» Parce qu'en mettant ce mot en place français, ça évite que la guerre continue, donc en somme, les Anglais, Espagnols et Portugais sont aussi gagnants. Et c'est là où on voit le lèche-bot incroyable de Soult, comme la plupart aussi des hommes qui étaient à la solde de Napoléon, c'est qu'il vient aussi scander vive le roi. Il deviendra aussi, parce qu'il sera récompensé, comme ministre de la guerre sous Louis XVIII. Et ça sera pas le seul, évidemment, il y en aura beaucoup d'autres. Voilà, mais ça je pense qu'il y a eu beaucoup de guerres qu'on finit connement, une finalité un peu stupide, et qui continuent à se battre en se disant, est-ce que le mec il est mort, il est pas mort, on continue pour lui. Au final, Soult, ce militaire chef, pouvait juste choisir le camp qu'il arrangeait le plus, quoi. On a fini pour la partie 2 des guerres stupides. C'est que du plaisir encore une fois, et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas aussi à citer la guerre en commentaire qui vous a le plus plu dans cette partie, ou même celle de la partie 1, parce que ça peut toujours être assez intéressant de débattre de ce qui vous fait plaisir. Et à la prochaine!